Bonsoir à toutes et à tous, c'est Fernand Missou. Je fais partie des 3 médecins seniors qui s'occupent de la pédiatrie, de la radiothérapie pédiatrique spécialement. Et c'est pour cela qu'il m'a été demandé de vous parler ce soir de l'intérêt de la protonthérapie chez les enfants, et qui va inclure à peu près les adolescents et les jeunes adultes. De tout temps, la radiothérapie a toujours été un sujet brûlant dans l'arsenal thérapeutique des cancers. Et nous allons voir aujourd'hui comment la protonthérapie peut faire aussi bien, sinon mieux, que la radiothérapie conventionnelle qui a été faite jusqu'à présent chez les jeunes patients, et en quoi particulièrement cette protonthérapie peut être intéressante en pédiatrie. Le cancer pédiatrique est heureusement une pathologie rare, moins d'1% des cancers, et ce qui représente à peu près 2600 nouveaux cas par an en France, si nous nous limitons aux âges inférieurs à 20 ans, mais dans certaines études, l'âge pédiatrique peut aller jusqu'à 20 à 30 ans. Et donc en France, si on les inclut, ça fait à peu près 3800 nouveaux cas de cancer par an. Parmi ces nouveaux cas de cancer, nous aurons une excellente survie qui est en progression continue, qui atteint actuellement les 83%, donc 4 enfants sur 5 vont avoir une survie à plus de 5 ans de leur cancer. Et il est estimé même que dans la population française âgée de 20 à 50 ans, on trouve 50 à 60 000 sujets qui ont été traités dans leur enfance pour une pathologie cancéreuse. Donc, comme je le disais, cette courbe de survie ça a été décalé, continue depuis les années 1970, et cette pente évolue environ de 1,4% par an, ce qui fait que l'amélioration significative de la survie a été constatée ces 40 dernières années. Et donc, chez les patients qui survivent de plus en plus, le problème majeur sera maintenant la toxicité en rapport avec les traitements. Ces patients vont survivre, comme on dit au cancer, mais M. Penley disait déjà que nous sommes tous des survivants de quelque chose tant que nous vivons. Mais quand on va nous comparer à ces enfants qui ont été traités de leur cancer dans leur enfance, ces survivants auront d'autres défis à affronter, notamment sur le plan social, sur le plan économique, difficulté d'accès aux prêts, sur le plan spirituel, ils sont psychiques, ils ont moins de confiance en eux, sur le plan d'accéder à la scolarité dans les grandes écoles. Tous ces défis quotidiens se surajoutent aux défis quotidiens que nous avons tous. Ce qui fait que la problématique de ces survivants, c'est plutôt les complications chroniques qui vont impacter leur qualité de vie. Et donc, dans la série de Hoffenberger, nous voyons que plus de 70% de ces survivants, quand on prend leur taux d'incidence cumulative, vont avoir une complication de grade 1 à 5. Et dans toutes ces complications, nous aurons 40 complications de grade 3 à 4, ce qui est quand même assez péjoratif si nous savons que déjà les grades 5, c'est les décès. Et ça se voit sur tous les types de cancers que nous avons l'habitude de prendre en charge en pédiatrie, aussi bien les leucémies,
les tumeurs rénales, les sarcomes. La problématique se continue puisque nous voyons que quand on va prendre le taux de décès cumulatif chez ces enfants, ce n'est pas la récurrence ou la progression qui est le problème majeur qui va impacter ce taux de décès. C'est plutôt, puisque à partir d'une certaine année après le cancer, le taux de mortalité liée à la récurrence ou à la progression du cancer semble se stabiliser, alors que le décès par second cancer, lié principalement aux thérapeutiques qu'ils auraient reçues, suit quand même une courbe ascendante, et plus les années passent, plus cette courbe continue à s'élever. Et les seconds cancers vont impacter significativement la qualité de vie de ces patients, mais aussi on peut avoir les décès par les causes cardiaques, les décès pour d'autres causes qui continuent à augmenter, par exemple les suicides. La problématique de ces survivants, si on les résume, c'est parce que la toxicité que nous allons observer peut se voir très tôt dans l'enfance, mais aussi plus tard à l'âge adulte, et donc nécessité de suivre ces patients à très très long terme. Les manifestations cliniques peuvent être bruyantes ou avoir une évolution insidieuse, les cardiopathies, les insuffisances rénales, les décompensations brutales d'une cardiopathie, par exemple, ou une ischémie cardiaque. Elles sont parfois exacerbées par d'autres maladies intercurrentes, en particulier les deuxièmes cancers que nous venons de voir. Et ça impacte significativement la qualité de vie et l'insertion sociale de ces survivants, comme nous le montre M. Yabrov, qui pense que si on prend tous les survivants d'un cancer, la qualité de vie serait en moyenne de 31% pour ce qui est de la qualité de vie mauvaise ou médiocre, alors que pour la population contrôle, on a une qualité de vie naturellement dégradée d'environ 18%. Actuellement, oui, nous guérissons de plus en plus les enfants atteints de cancer. Donc, l'augmentation de la survie, bien sûr, va se poursuivre, comme je vous l'ai montré sur la pente de tout à l'heure. Mais la problématique, c'est comment faire pour diminuer de façon drastique les complications en rapport avec le traitement qu'on va imposer à ces enfants. Le cancer étant une maladie grave, nécessairement, le traitement qu'on va leur imposer va être un traitement assez lourd, intensif, qui nécessairement va donner des séquelles. Mais nous devons tout faire pour réduire drastiquement ces toxicités tardives. Et donc, ça a été déjà entamé depuis des années, par exemple dans le Hodgkin, où historiquement, on les guérissait avec l'irradiation seule sur les aires ganglionnaires totales, avec les conséquences qu'on a vues dans les complications tardives, ce qui a amené à diminuer à réduire le champ d'irradiation, à diminuer les doses. Par exemple, la chimiothérapie qu'on faisait avec des doses d'alkylan va être petit à petit diminuée et remplacée par d'autres thérapies moléculaires plus ciblées. Les tumeurs cérébrales, par exemple, ou chez l'enfant qui... le tout petit enfant, le cerveau est encore en maturation, donc pas besoin de faire la radiothérapie en ce moment-là. On va pouvoir décaler la radiothérapie dans le temps, mais pour éviter de le laisser sans traitement pendant ce temps, on fait une chimiothérapie pendant 2 à 3 ans pour obtenir la maturation du cerveau et ensuite on pourrait faire la radiothérapie. Les prophylaxies méningées des leucémies, de plus en plus abandonnées au dépend d'une chimiothérapie intrathécale beaucoup plus efficace. Nous allons maintenant, après ces généralités, revenir sur la radiothérapie pédiatrique. Et je vous le disais au début, que l'âge des enfants en pédiatrie varie très souvent dans les études et pourrait aller jusqu'à 24 ans.
En dehors de ça, 80% de nos activités en radiothérapie de l'enfant seront constituées par cette localisation. Nous citons le système nerveux central, les sarcomes ostéo-articulaires, les sarcomes des tissus mous, les tumeurs rénales, les lymphémies lymphoïdes chroniques, les tumeurs de la surrénale et quelques indications rares des lymphomes hodgkiniens. Ça représente à peu près 893 enfants traités par radiothérapie en France en 2014, après l'enquête du docteur Charlotte Demoux. Et donc, aussi, pour un total d'environ 2500 à 2600 cancers de l'enfant en France, nous pouvons dire que la radiothérapie pédiatrique représente 30 à 40% de la prise en charge de ces cancers. La radiothérapie pédiatrique, comme toute la radiothérapie dans le traitement qui s'intègre actuellement dans un traitement multimodal, ça va un peu différencier avec l'adulte puisque nous allons donner beaucoup plus la priorité à la chimiothérapie pendant un bon bout de temps. La chirurgie va être en deuxième intention. La radiothérapie ne viendra qu'en troisième intention ou bien en deuxième intention après la chimiothérapie, toujours après la chimiothérapie, soit parce que la chirurgie est impossible, trop délabrante ou bien trop mutilante, ou bien la radiothérapie va compléter une chirurgie qui a été R1 ou bien une chirurgie microscopiquement complète. Le challenge de cette radiothérapie pédiatrique, ce sont des enfants, tissus en maturation, tissus en développement, tissus en croissance. Donc, tout faire pour réduire le volume d'irradiation, pour ne pas impacter, pour ne pas intervenir sur les tissus sains environnants. Nous prenons l'exemple, par exemple, de ce jeune enfant avec une tumeur rénale, le néphroblastome. Et vous voyez un volume tumoral qui est presque le quart du volume de l'enfant, mais surtout une tumeur qui va presque au contact du bourgeon mammaire, une tumeur qui est au contact du rachis et du canal médulaire, une tumeur qui vient au contact de l'os iliaque. Et donc, toute radiothérapie qui va être faite sur ce volume doit tenir compte de ces organes sains et doit tenir compte de leur développement futur. Par exemple, les troubles musculo-squelettiques que l'on pourrait avoir si nous prenons le cas de cette jeune patiente qui a été traitée à 3 ans pour un néphroblastome gauche et qui est présente à 37 ans maintenant, une hypercyphose dans le plan frontal. Ou cette jeune patiente de 38 ans, traitée à 5 ans pour un méduloblastome, 35 grés, et qui a une perte de la lordose lombaire. Cette jeune patiente de 25 ans, traitée à 10 ans pour un éwine thoracique, évidemment, le bourgeon mammaire qui était là, et avec son hypoplasie secondaire à l'irradiation. Tout ça va être source de dégradation de la qualité de vie. Et si ce n'est que ça, on peut encore le gérer. Mais pour nous, actuellement, réduire cette toxicité, c'est par quel moyen? Par tout temps. Nous avons le progrès de toute la stratégie oncologique pour réduire la toxicité globale, avec la désescalade des indications thérapeutiques, comme je vous en avais parlé tout à l'heure dans la maladie de Hodgkin. Et radiothérapie indiquée, on va d'abord commencer par la chimiothérapie pour faire la combinaison radiothérapie, pour retarder le traitement chez les tout-petits, réduire le volume avec la chimiothérapie première, réduire les doses par fraction et éloigner si possible les organes du volume irradié en faisant appel à des techniques d'expandeurs qui sont implantés dans le volume. Ces expandeurs vont permettre de refouler par soit le grêle, refouler un peu la vessie, le rectum du champ d'irradiation, déplacer les organes, en particulier les gonades, qui sont facilement déplaçables, pour permettre à une irradiation pelvienne de se faire correctement, sans une toxicité sur la fertilité future de ces enfants
on le rappelle encore de nouveau, ont toutes les chances de guérir de leur cancer. Comment nous pouvons réduire cette toxicité? Une deuxième partie, ça rentre dans le cadre de l'évolution globale de la radiothérapie, qui jusqu'à présent se faisait avec des techniques dites 2D. Ensuite, on est parti dans des techniques innovantes qui sont les techniques 3D, grâce à l'avènement des scanners dédiés dans les centres de radiothérapie, grâce aux irradiations de haute précision. Professeur Balasso vous en a parlé tout à l'heure, l'IRMT, la tomothérapie, les radiations stéréotaxiques. Toutes ces irradiations sont faites avec des photons. Et donc, si nous prenons par exemple un lymphome de Hodgkin en irradiation 3D, de faisceaux antéro-postérieurs dans le médiastin, nous voyons que le gradient de dose qui est avec la plus forte dose qui est représentée en rouge, fait une sorte de tunnel qui inclut tout le médiastin jusque la moelle. Si nous allons prendre l'IMRT, effectivement, les gradients de forte dose sont ramenés un peu plus dans la zone du médiastin supérieur que nous voulons traiter. On épargne un peu plus le médiastin postérieur, notamment on épargne l'œsophage, on épargne la moelle, et donc on aura moins de complications, moins de fibrose, moins de complications médiastinales. Mais par contre, l'IMRT a tendance à baver plus que l'irradiation classique 3D, et donc nous pouvons avoir de faibles doses au niveau du poumon, beaucoup plus que si nous faisons l'irradiation classique 3D, et aussi nous pouvons avoir de faibles doses dans les tissus du dos. Et donc ces faibles doses, nous le savons maintenant, peuvent générer des cancers secondaires. Donc, si nous avons utilisé jusqu'à présent des techniques avec des photons, et nous avons vu que nous pouvons toujours améliorer ces techniques, mais au prix de la diminution de certaines toxicités, mais oui, l'augmentation d'autres toxicités. Qu'en est-il maintenant des particules, l'irradiation avec des particules lourdes, notamment le proton, le carbone et le neutron? L'espoir et rêve en radiothérapie. La radiothérapie conventionnelle, je vous l'ai dit, était avec des photons au cobalt, les accélérateurs linéaires. Ensuite, grâce à l'apparition des imageries scanographiques, de l'IRM, du TEP scanner, des moyens de contention beaucoup plus adaptés, nous sommes passés à la radiothérapie de photons par de haute précision technique avec l'IMRT, la radiochirurgie, la stéréotaxie et l'irradiation 4D. La radiothérapie photonique, c'est la continuation de cette amélioration technique, mais cette amélioration technique doit nous permettre d'avoir un gain dans la réduction des toxicités tardives. Cette courbe vous a déjà été présentée par le professeur Balasso, je ne reviens plus là-dessus, sauf pour vous dire que, effectivement, si la tumeur, la cible tumorale est ici, nous voyons que bien avant la cible tumorale, nous avons une bonne dose des radiations avec les photons, et après la tumeur, nous avons toujours cette dose qui est d'environ 50% de la dose initiale, et qui va traverser toute la matière et donc tout le segment du corps concerné, et donc déposer des énergies dans toutes ces cellules et traverser, et donc source de cancer secondaire. Ce qui n'est pas le cas avec les protons ou avec le prix de Bragg, comme expliqué tout à l'heure. La chute drastique des faisceaux fait que l'énergie au-delà de la tumeur est nulle. Les avantages des particules lourdes: amélioration de la conformité de la dose, réduction de la dose intégrale et donc épargne maximale du tissu normal,
Augmentation du taux de contrôle, qui dit augmentation du taux de contrôle, dit augmentation du taux de survie. Et donc, une amélioration des résultats chez les patients présentant des tumeurs radiorésistantes et une réduction, si possible, du nombre de fractions. Le rêve, est-ce que notre rêve se concrétise finalement en essayant de proposer un jour un traitement qui ne donnera pas de séquelles? N'oublions pas qu'il n'y a pas que la radiothérapie qui peut donner des séquelles dans le traitement du cancer. Toutes les thérapeutiques que le cancer, qui nécessitent un traitement lourd, est source potentielle de toxicité tardive, la chimiothérapie, la chirurgie. Et donc, même si un des traitements indépendamment arrive à réduire sa toxicité, il n'est pas sûr que les autres traitements, tant qu'ils ne réduiront pas leur toxicité, on arrivera à faire un traitement sans séquelles. Le choix des protons en radiothérapie pédiatrique rentre dans le cadre de la diversité technique de la radiothérapie, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en partant de la radiothérapie au cobalt, les radiothérapies aux accélérateurs, l'amélioration de la radiothérapie aux accélérateurs avec les stéréotaxies, l'IRMRT, la tomothérapie, etc. Actuellement, c'est 66% des traitements de radiothérapie en pédiatrie pourraient correspondre à des indications potentielles en protonthérapie, ce qui fait à peu près 450 patients par an. On est loin du compte, comme l'a dit le professeur Balosso tout à l'heure. Cette diapo vous a déjà été présentée, et celle-ci aussi, mais je reviens encore avec ce deuxième diagramme pour montrer toujours l'apport de l'irradiation aux protons par rapport à l'apport à l'irradiation aux photons, et où nous voyons ici toujours ce qui est rouge représente la dose maximale, que toute cette dose maximale en rouge suit un canal sur la région lombo-aortique et qui inclut bien évidemment la dose à la moelle, qui inclut la dose sur les intestins et la cavité abdominale. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, n'est pas le cas au proton. Vous voyez que le gradient de dose maximale, toujours en rouge, est bien focalisé. Au-delà de ce gradient de dose, la moelle n'a plus de dose, et la cavité péritonéale, la dose donnée au photon est réduite ici. Le cas typique aussi de l'irradiation des méduloblastomes qui nécessite une irradiation crânio-spinale, et donc le photon va permettre d'irradier évidemment le volume cible, mais ces photons qui traversent le corps de l'enfant, c'est le foie, c'est la cavité péritonéale, les anses, c'est la vessie, c'est le cœur, c'est le poumon qui reçoivent une dose non désirée, mais une dose quand même assez conséquente pour ne pas limiter dans le temps et dans les années les toxicités chroniques du traitement. C'est les mêmes choses avec les comparaisons photoniques. Je passe. Pour revenir à la conclusion, donc la radiothérapie de nos jours va vers des protocoles toujours plus adaptés et plus ciblés en dose et en volume. Les modalités d'irradiation sont toujours plus performantes. Nous passons des photons pour aller vers des particules des particules lourdes, chargées ou neutres, les neutrons. Et nous devons prendre aussi en compte les nouveaux modèles d'évaluation de la toxicité sur les tissus sains, notamment. Et à Pantech, excusez-moi, c'est avec eux. Les consultations de suivi en aigu doivent être adaptées aussi à long terme pour permettre un dépistage, une prévention et une réhabilitation précoce de ces enfants qui vont devenir adultes. À cet effet, nous avons, depuis 2020, ouvert au centre, grâce au docteur Charlotte Demour, une consultation spécifiquement dédiée au suivi à long terme pour ces enfants.
La radiothérapie sans séquelles, possible, mais le traitement d'un cancer sans séquelles pourrait toujours être un rêve qui pourrait devenir réalisable un jour, pourquoi pas. Mais à l'heure, nous sommes tous à la recherche d'une frontière, une ligne claire entre le rêve et la réalité, et nous y arriverons si nous persévérons. Je vous remercie de votre attention. Voilà toute l'équipe de Cyclade que je vous présente.